temps de faire la guerre. Oui, mais je pense que la RDC doit se prendre en charge. Parce que ce que nous vivons, c'est... Et les chefs de l'État et son gouvernement doivent avoir la cran de dire à cette population, écoutez, les amis, prenons-nous en charge. Et est-ce que Kagame est conscient de ce qu'il fait au Congo? Oui, Kagame est conscient. Un gouvernement responsable demanderait à son peuple, à sa population, de se prendre en charge. Comme l'a fait Mzé. Ces gens-là ne viennent pas pour notre bien. Il vient pour le bien de qui? Il vient pour nous nuire et pour leur propre bien. Pourquoi ils nous attaquent ce Rwandais? Ils nous attaquent parce qu'ils veulent montrer à la face du monde qu'ils sont forts. Mon cher ami, ce sont les forts qui sont considérés et pas les faibles. Moi, je pensais que M. Félix, la première des choses qu'il va faire, c'est de remettre notre armée sur le rail. On ne peut pas prétendre que notre armée est en train d'être mise sur les rails pendant que l'armée n'est pas formée. Est-ce que Tshisekedi doit passer au nettoiement de l'armée? Mais bien sûr, lui en tant que commandant suprême. Qui a totalement détruit l'armée congolaise. L'armée congolaise a été détruite par Mzé. Mobutu, c'est pas qu'il avait complètement détruit l'armée, non. Mobutu avait négligé l'armée. Après les effets militaires retrouvés sur place, à l'est de la RDC, les images détenues par nos forces armées de la République démocratique du Congo qui témoignent que suffisamment sur le Rwanda qui nous fait la guerre avec le M23, deux questions se posent et se multiplient sur des couloirs politiques et aussi des couloirs de l'Afrique centrale. Les gens se posent, surtout non le Congolais, est-ce que doit-on suspendre nos relations avec le Rwanda? Les autres même qui aillent déjà l'un pour dire que la République démocratique du Congo doit faire une guerre contre le pays de Paul Kagame. Parce que déjà, il faut le dire, il y a eu déjà des décisions qui sont tombées. On a suspendu le vol de Rwanda Air en République démocratique du Congo. Et aussi, de son côté, l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo sera convoqué dans les heures qui suivent. Est-ce la République démocratique du Congo doit prendre conscience ou doit-on couper le cordon ombilical avec le Rwanda pour au moins se mettre en paix? C'est ce qu'on va débattre dans cette émission. On va un peu en parler, loi électorale. Où en sommes-nous? Est-ce le temps va nous faire défaut? Parce que, il faut le dire, une année et quelques mois qui nous restent. Est-ce que la République démocratique du Congo doit tenir dans de bonnes élections? Et aussi, il faut se dire, on va en parler à cette rencontre Moïse Katumbi et Joseph Kabila Kabange ou Katanga, une réconciliation, ou bien il y a une face cachée. On va en parler sur ce plateau avec monsieur Damien Terranova. Il est coordonnateur national de jeunes leaders de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi et en même temps troisième vice-président de l'UNAC. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Carte sur table. Merci, je vous en prie. Alors, chers téléspectateurs, avant de commencer, vous savez très bien que nous sommes attaqués à l'est de la RDC. Déjà, il y a eu deux efforts qui sont fournis par nos armées, c'est-à-dire nos FRDC, qui sont en train de fournir deux efforts. Nous devons le soutenir. Vous allez au moins prendre l'habitude dans cette émission, avant de commencer le débat avec notre invité, juste le petit extrait qu'on va vous balancer, que vous allez regarder, c'est juste un message de réconfort et dire tout simplement qu'un jour, il y aura la paix à l'est de la RDC. Suivant. On acclame, on donne la force au FRDC, nos généraux, nos commandants, nos colonels. Nous vous aimons, nous vous soutenons. Et sachez une chose, nous finirons victorieux. Jésus-Christ est le Dieu de ce pays. Nous bénissons la nation congolaise. Bendelei Kouyaté, c'est-à-dire c'est ce message que vous allez suivre dans cette émission. Carte sur table, tout le temps, c'est pour vous dire que nous devons soutenir nos FRDC, non pas seulement passer le mauvais message dans nos téléphones, dans nos réseaux sociaux, ce qui va à la contre de ce grand travail que l'armée de la République démocratique du Congo est en train de faire à l'est de la RDC. Terranova Damien.
Je pense, Congolais, vous êtes en train de suivre la situation à l'est de la RDC. Comment vous imaginez cette situation de l'Est? Merci beaucoup. Je salue les téléspectateurs avec qui nous avons pris une habitude déjà. Je vous porte dans mon cœur et chaque fois, j'ai toujours voulu ou j'aime vous apporter des bonnes nouvelles, enfin des nouvelles vérifiables. Vous savez, monsieur Félix, pour ne pas dire Antoine, Ah ouais. monsieur Félix, la situation à l'est du pays, elle est, je veux dire, depuis avant même 1994, ces coins-là ont toujours été fragiles. Nos voisins de ces côtés-là nous ont toujours enviés. Le Rwanda, l'Ouganda et les autres. Oui, le Rwanda, l'Ouganda et même le Burundi, ils nous ont toujours enviés. Et ils ont toujours déstabilisé ces coins-là. C'est pas pour rien que la guerre de l'AFDEL est venue par là. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on savait que c'était un coin qui était fragile déjà. Et chaque fois, il y avait des incursions qui se faisaient. Mais à l'époque, comme Mobutu était très fort, on ne le sentait pas vraiment. Parce que Mobutu, à l'époque, je me souviens, étant fils de militaire, il avait mis une ceinture assez solide de ce côté-là. Et il prenait cette situation-là vraiment à cœur, que les autres pays qui sont dans cette région-là ne bougeaient pas. Ne bougeaient pas. Mais avec l'avènement de l'AFDEL, on nous a vraiment fragilisés. Et on a fragilisé cette ceinture-là que Mobutu avait placée de ce côté-là. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a ces histoires de rebelles qui sont venus élire domicile chez nous, les ADF, les FDLR, et ainsi de suite. Eh bien voilà, donc la situation à l'Est, elle est vraiment inquiétante. La situation à l'Est, elle est vraiment inquiétante. Déjà, après plusieurs jours, il y a des localités de la République démocratique du Congo qui étaient prises par la M23. Mais l'armée de la République démocratique du Congo a fait au moins un effort déjà de récupérer certaines de localités qui étaient occupées par la M23. Est-ce, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on a trouvé des effets militaires rwandais? On a trouvé des témoignages qui ont été recueillis, que ce sont les Rwandais qui sont en train de soutenir le M23. D'abord, pour commencer, il faut expliquer aux téléspectateurs d'où est venu le M23. Le M23, le mouvement du 23 mars, qui ressort de la CNDP, des Kundabatouare. Ah oui. À l'époque, il y avait des pourparlers avec la CNDP. D'ailleurs, la CNDP, elle est dans les institutions aujourd'hui. Il y a eu un brassage. Alors, il y avait à cette époque-là de ceux-là qu'on peut appeler les mécontents. Mais en réalité, ils ne sont pas mécontents. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, aujourd'hui, d'ailleurs, j'anticipe pour te dire, il y a des messages qui circulent dans les réseaux sociaux où le président Paul lui-même parle à son assistance ou à son auditoire. Il leur dit, écoutez, le Rwanda est tout petit. Nous ne pouvons pas accepter à ce que la guerre vienne chez nous. La guerre doit rester en RDC. Et nous avons des moyens pour ça. Vous comprenez? Ah ouais. Paul dit il a des moyens pour ça. Et les moyens qu'il a, il a cité les FDLR, les moyens qu'il a, il a cité les ADF Nalou, les moyens qu'il a, il a cité plusieurs groupuscules rebelles qui sont basés au Congo. Donc ça veut dire que ce sont ces moyens à lui, à Paul Kagame, qui lui permettent de déstabiliser et de maintenir la guerre en dehors du Rwanda. Vous voyez? Alors, ça se montre aujourd'hui, c'est tellement clair que je me demande si mon gouvernement de la République démocratique du Congo est complice. Dans quoi? Est complice dans cette guerre. Parce que si Paul lui-même, et même avant Paul, il y avait un général rwandais qui le disait. Il le disait aux parades militaires. À un parade militaire, il lui dit non, moi je suis content qu'il y ait toujours la guerre au Congo. Parce que c'est nous qui alimentons cette guerre-là et c'est cette guerre-là qui font que moi je vis. Pourquoi vous voulez accuser le gouvernement On n'accuse de pas. ne faire rien? Non, notre gouvernement. Mais écoutez, dans un gouvernement responsable,
il prend toujours des dispositions par rapport à ses voisins. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourrait être attaqué. Alors, un gouvernement responsable, c'est pourquoi les services secrets existent. C'est pourquoi les services secrets existent. Même les États-Unis aujourd'hui. Vous voyez, il y a une guerre entre les États-Unis et la Russie. Il y a eu même un moment où vous avez appris que la Russie était en train il avait mis Angela Merkel sur écoute. Il espionnait Angela Merkel. Mais c'est comme ça les grands États. C'est comme ça. On est en paix parce qu'on prépare la guerre. Vous comprenez? C'est un paradoxe. On met en paix, on garde la paix parce qu'on prépare la guerre. Mais alors, la République démocratique du Congo, c'est devenu un état d'aisance. Hein? Ils oublient de préparer la guerre. Et est-ce que c'est qui s'est fait aujourd'hui? Il y a eu, on a suspendu le vol de Rwanda Air, l'ambassadeur rwandais sera interpellé. Et c'est que nos forces armées sont en train de faire à l'Est. Pour vous, ça ne vous dit rien? Non. C'est-à-dire le gouvernement se prépare. Qu'est-ce que vous voulez réellement que le gouvernement puisse faire? C'est que notre armée est en train de faire, d'ailleurs que je loue, hein, que je félicite vraiment. C'est ce que nous félicitons. Cette armée qui est déjà, qui passe déjà dans des moments très critiques. Et chapeau bas à eux. Vous savez, monsieur Félix, le Congo, les Zaïre à l'époque, c'était le pays qui avait la plus forte armée de l'Afrique. Kadhafi lui-même en son temps, il avait déclaré, si l'on me donnait 10 militaires zaïrois, je gagnerais toute l'Afrique. Vous comprenez? 10, je gagnerais toute l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous avons des militaires forts, déterminés et des bons guerriers. Qui sont même aujourd'hui là. Ils sont aujourd'hui, mais écoutez, ce sont les moyens qui leur manquent. On ne dote pas suffisamment ces militaires-là. Regardez, là on a toujours déploré, oh, il y a eu incursion, il y a eu des rebelles, ainsi de suite. Mais vous voyez aujourd'hui, quand ils ont pris la conscience que la population s'est préparée. Avec une collaboration de la population. En fait, ce qui est arrivé, c'est un dérivé de ce que la population réclame. Parce que la population de Goma, avec ces messieurs à qui je donne beaucoup de félicitations, les générales, le vice-gouverneur de Goma, vraiment c'est un patriote. Il a dit, si l'ennemi arrivait, en chargez-vous de lui, prenez-vous en charge. Et la population de l'Est s'est pris en charge. Est-ce que ce n'est pas aussi un message un peu non, c'est incitant à une rébellion non plus. Quand vous demandez des gens de se prendre avec de machettes. J'ai eu à lire un livre de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung avait exhorté les Chinois, le peuple chinois, de se prendre en charge. Et c'est aussi que nous avions vu, en son temps, la guerre qui était en Chine avait stoppé. Parce que lorsqu'une population se prend en charge, et qu'avec un maître au-dessus d'eux, un leader, comme un chef de l'État, regardez, à Kinshasa, ici, nous l'avons vécu, en 1998. En 1998, nous avons vécu ça. Quand les Rwandais ont fait les histoires avec Mzee, Mzee est passé à la télévision. Il a demandé à la population de se prendre en charge. Et c'est aussi que c'est la population qui a stoppé la progression de rebelles qui étaient déjà dans la capitale. La capitale était déjà infiltrée. Et nous sommes allés les retrouver dans toutes les communes. À cause de ce que Mzee a dit. Mzee nous a demandé de nous prendre en charge. Et la population s'est mise en charge. Et je pense que c'est la même chose que le gouverneur, le vice-gouverneur, le policier, le général, a fait. Et ça a donné directement un retombé positif. Vous savez que la ville de Goma elle-même, elle est infiltrée depuis très longtemps. Ah oui. Eh bien alors, si on dit à cette population-là, écoutez les gars, nous sommes infiltrés, prenons-nous en charge. Prenons-nous en charge, tu as une machette, tu sors avec. Monsieur Damien. Tu as un coupe-coupe, tu sors avec. Aujourd'hui, le Rwanda est masqué, c'est-à-dire on va pas toutefois nier que le Rwanda a fait la guerre à la RDC. Aujourd'hui, avec toute ce preuve qu'on a eu à trouver, qu'est-ce que la RDC doit viser maintenant avec le Rwanda? Est-ce qu'il faut faire une guerre contre le Rwanda
Ou bien il faut toujours privilégier la voie diplomatique? Vous savez, la voie diplomatique précède tout. Et nous avons assez fait d'utiliser cette voie-là. Depuis des années, on a toujours demandé au Rwanda, écoutez les messieurs, nous vous aimons bien, nous sommes un seul peuple, restez chez vous, nous allons rester chez nous. Mais ayons des collaborations bilatéraux qui vont nous permettre de nous développer tous. C'est ça le message qu'on a toujours donné au Rwanda. Mais ça ne tient pas. Hein? Mais apparemment, Kagame ne veut pas. Pour Kagame, il n'y a qu'une seule chose qu'il entend, lui, à ses oreilles. Est-ce qu'il est temps de faire la guerre? Oui, mais je pense que la RDC doit se prendre en charge. Je pense que la RDC doit se prendre en charge. Ils doivent se prendre en charge. Parce que ce que nous vivons, c'est une honte internationale. Nous devons nous prendre en charge. Et le chef de l'État et son gouvernement doivent avoir le cran de dire à cette population, écoutez les amis, prenons-nous en charge. Vous savez que nous sommes en embargo militaire depuis très longtemps. Ah oui. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a les lobbies. Imatouti, là où ils œuvrent à l'extérieur, ils empêchent à ce que nous nous dotions de bonnes armes. Nous, on n'a pas d'avion de chasse. On n'a pas d'avion de chasse, on n'a pas beaucoup de choses. Alors qui nous prive? Non, mais justement c'est les lobbies Imatouti. Au niveau des pays décideurs, eh bien, ils nous maintiennent... parce que c'est tout à fait anormal. Vous voyez, aujourd'hui, avec l'Ukraine, par exemple, l'Ukraine est en guerre. L'Union européenne se bat comment faire acheminer les armes en Ukraine. Vous comprenez? Parce que, évidemment, les revenus de l'Ukraine ne pouvaient peut-être pas lui permettre d'acquérir des armes de pointe, de la technologie récente. Alors, aujourd'hui, ils se battent comment lui parvenir les armes. Et pourtant, nous sommes dans la même situation que l'Ukraine. Il y a un pays voisin qui nous attaque. Normalement, même les États d'Afrique devaient se coaliser pour venir vers nous, parce que c'est nous qui sommes attaqués. Les Rwandais a pénétré chez nous. Et aujourd'hui, il s'avère, au-delà des messages que Paul Kagame a donnés à son armée, et aujourd'hui, sur le front, nous arrêtons les Tutsis rwandais. Sur le sol congolais. Sur le sol congolais. Avec des effets rwandaises. Les armes rwandaises. Et est-ce que Kagame est conscient de ce qu'il fait au Congo? Oui, Kagame est conscient de ce. Kagame c'est. Moi, je veux vous le dire. Kagame, c'est un garçon intelligent. C'est un garçon intelligent. N'est-il pas soutenu par d'autres Congolais? Bon, être soutenu par d'autres Congolais, peut-être oui, peut-être non. Mais ce qui est fait que Kagame est un homme intelligent. Vous savez que Kagame a préparé sa guerre au Congo. Quand il était au Congo. Comment il... Ah ben oui, mais Kagame a fait les faux. Kagame a été au Congo, à l'époque de Mobutu. Ils ont préparé minutieusement leur guerre pour attaquer le Rwanda, leur pays, et ce qu'ils appellent la libération. Vous voyez? Et donc, ils créent à ce que d'autres fassent la même chose. D'autres fassent la même chose. D'autres fassent la même chose comme lui, comme leur mobile. Vous savez, nous qui avons grandi... nous avons eu le temps de grandir à Lubumbashi. Nous étions avec eux. Aujourd'hui, nous connaissons des gens qui sont dans l'appareil décideur du Rwanda. Les garçons, les messieurs avec qui nous avions grandi à Lubumbashi. Ils ont étudié avec nous à Lubumbashi. Ils ont été dans des écoles, dans les mêmes écoles que nous, le collège et partout. Donc, ces gens-là, pourtant leurs parents, à l'époque, étaient en train de préparer la guerre. Nous les Aïwa de l'époque, nous, les jeunes, on ne le savait pas. Alors aujourd'hui, Kagame crée à ce que ça se passe au Congo. Ce qui fait que tout celui, Kagame nous a infiltrés du haut en bas. Avec cette histoire. Comment ça? Vous savez, à l'époque de Kabila, avec le CNDP, des Kunda Batware, qui était un Tutsi rwandais. Parce que quand on a lancé un mandat d'arrêt, où est-ce qu'il est allé se réfugier? Au Rwanda. Au Rwanda. Et il n'a jamais été livré. Il est là-bas, calmement, il reste là. Et la République démocratique du Congo a oublié. Parce que les personnes qui étaient avec Kunda Batware ont été infiltrées, éjectées dans notre armée, sous forme de brassage. Et quand ils arrivent dans notre armée, ce ne sont pas des caporaux. Ce sont des généraux. Des généraux. Et ils sont nombreux, ici. Mais ces gens-là, qui ont été dans la rébellion, pour le compte du Rwanda, vous pensez qu'ils vont travailler pour le compte de la RDC? Non. Non.
C'est pourquoi vous voyez les groupes armés qui sont là-bas ne finissent pas. Parce que, et puis nous disons toujours, il y a la trahison sur terrain, ainsi de suite, ainsi de suite. Et est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui on peut se dire, aujourd'hui on peut se dire, parce que vous avez évoqué cette situation, que Paul Kagame a préparé sa guerre sous le sol congolais, hein, comme vous l'avez annoncé. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons passer par une mobilisation populaire pour mettre fin à cette guerre? Bien sûr, bien sûr. Un gouvernement responsable demanderait à son peuple, à sa population, de se prendre en charge. Comme l'a fait Mzé. Comment procédera la population? Parce Mais que la population... J'ai suivi le vice-gouverneur de la province qui demandait de prendre de machettes. Mais écoute... Qui appelle au moins la population à une violence terrible, hein, M. Terranova. Écoute, nous sommes attaqués. Ces gens-là ne viennent pas pour notre bien. Ils viennent pour le bien de qui? Ils viennent pour nous nuire. Et pour leur propre bien. Nous sommes en guerre. Est-ce que ce n'est pas nous aussi qui sommes... Ils nous attaquent. Qui sommes le vrai problème? Non, peut-être notre problème, c'est sur le plan de négligence. C'est sur ce plan-là. Mais nous on ne porte pas préjudice aux Rwandais. Ils le savent. Ils le savent. Nous, le Congolais, en tout cas les Congolais de souche, ne portent pas préjudice à n'importe quel pays. Nous sommes pacifiques. Pourquoi ils nous attaquent sur Rwandais? Ils nous attaquent parce qu'ils veulent montrer à la face du monde qu'ils sont forts. Ils nous attaquent parce qu'ils veulent montrer à la face du monde qu'ils sont forts. Mon cher ami, ce sont les forts qui sont considérés et pas les faibles. Aujourd'hui, si Félix Tshisekedi et Kagame allaient contracter une dette à la FMI, à la Banque mondiale, on va servir à Kagame. Pas Tshisekedi. Pas Félix. Pourquoi? Parce qu'il est faible. Le monde de fort. Le monde, c'est le monde de fort. Et Kagame est en train de démontrer sa force. Même quand il nous attaque là, ça montre qu'il a la force. Pourquoi lui n'est pas sous embargo? Et nous sommes sous embargo. Pourquoi? Monsieur Félix Tshisekedi a fait plus de 350 voyages à l'extérieur. On n'a jamais levé un seul embargo militaire, même économique. Mais le Rwanda, vous avez appris qu'ils sont, même leur PIB, AOC. Il y a de grandes entreprises américaines, européennes. Mais avec le richesse du Congo. Mais bien sûr, ils vous le prennent, vous êtes faibles. C'est comme ça, mon cher. C'est la loi du talion. Servi aussi par les Occidentaux. Mais les Occidentaux cherchent des hommes forts. Ils cherchent à collaborer avec des hommes forts en Afrique. Félix Tshisekedi n'est pas fort. La République démocratique, mon pays, malheureusement, n'est pas forte. Parce que, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que la République démocratique puisse devenir forte et aussi combattre le Rwanda? Quand M. Félix est arrivé au pouvoir, moi je pensais, étant donné qu'il a côtoyé M. Mobutu, moi je pensais que M. Félix, la première des choses qu'il va faire, c'est de remettre notre armée sur le rail. Parce que les 18 ans de Kabila, il a vraiment anéanti notre armée. Ce n'est pas ce qui s'est fait. Mon frère, on ne peut pas prétendre que notre armée est en train d'être mise sur les rails pendant que l'armée n'est pas formée. Est-ce que vous avez appris, vous êtes journaliste, vous avez appris que notre armée est allée en formation quelque part? Non. Depuis qu'il est là, ça fait 3 ans. Il y a une école de formation. Il n'y a pas une mise à jour que Mobutu faisait. Dans l'armée. Mobutu le faisait et puis ce n'était pas caché. Mobutu le faisait. Est-ce que depuis M. Félix est là, nous avons eu un seul manœuvre militaire? Non. Monsieur Damien. Or, c'est dans ça là, c'est avec toute armée du monde qui se prépare. Vous savez, nous n'avons pas une armée pour faire tout le temps la contre-offensive. Nous avons une armée pour faire la guerre. C'est ça l'armée. C'est ça une armée. C'est ça le rôle d'une armée. C'est pour faire la guerre. Et la guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous essayez de nous attaquer, nous on vous attaque. Je vous donne un exemple. Mobutu Sese Seko Kukungwendo Azabanga Maréchal, on l'apprend à midi que l'Angola nous a attaqués par l'une de nos frontières ici. Il l'apprend à midi, le matin, et à midi, le colonel Mbo, à son époque, à son temps, qui était notre pilote, est allé bombarder l'Angola. Tu vois ça? Tu vois un président?
C'est-à-dire, il apprend à midi, le matin, que nous sommes attaqués. Et à midi, il réagit avec le colonel Mbo. Et pour dire à l'Angola, si vous essayez encore, j'ai réagi. Tout récemment, Mouzé Laurent Désiré Kabila, il y a une roquette qui est partie de Brazzaville vers Kinshasa. C'était tombé ici à Kassavou, ici. Mais le même jour, ils ont eu une réponse. Vous comprenez? C'est ça être un État. Et puis ça a cessé. Hein? Ces blagues-là ont cessé. Pour vous, cette voie diplomatique, ça ne sert à rien. Hein? Non, pas que ça ne sert à rien. Avec ce qu'on a eu à Nairobi, ce n'est pas que ça sert la à rien. rencontre entre ça a porté ce que ça pouvait porter, mais ici, il reste un fait. Ce sont les la fin pour vous, faire la guerre tout droit au Rwanda. S'il vous plaît. Sans recul. Ce sont les politiciens qui utilisent les voies diplomatiques. Mais les militaires, ils utilisent quelle voie? Ils utilisent la voie de la guerre. Regardez, ils sont allés à Nairobi. Les M23 insatisfaits. Ok? Qu'est-ce que les M23 fait? Ils attaquent. Ils viennent vous faire comprendre que les politiciens étaient là. On s'en fout d'eux. D'ailleurs, ils nous ont rien donné. Nous, on vient en guerre. On vient vous attaquer. Et je pense que c'est comme ça que la République démocratique du Congo doit agir. La République démocratique du Congo ne doit pas attendre à ce qu'ils soient surpris pour que nous ayons des pertes de vie et de déplacés comme ça est le cas à l'Est. Nous devons aller vers le Rwanda. Moi, je pense qu'il faut mobiliser l'armée pour que nous allions faire un petit tour au Rwanda. Même un petit raid. Hein, tu vois, hein? On arrive là à la frontière. Là. Ah oui? On entre jusqu'un peu plus haut. Qu'ils sentent quand même que... C'est-à-dire la RDC, selon vous, la RDC doit faire un tour au Rwanda. Oui, bien sûr. C'est l'épreuve des forces. Que nous puissions être sentis au Rwanda. C'est l'épreuve des forces et le respect. C'est comme ça. Mon très cher frère, regardez Israël. L'Israël et la Palestine. Lorsqu'on jette une seule roquette en Israël, l'Israël il répond comment? Vous jetez une roquette et il jette un missile. Tu comprends? C'est comme ça que ça a toujours été. Quand vous regardez, dernièrement, il y avait eu une guerre en Chine. La Chine et l'Inde. On en parle moins. Vous comprenez? On n'en parle presque pas. Mais tout simplement pourquoi? Parce que les Indiens ont fait une incursion en Chine. Et les Chinois ont répondu automatiquement. Les Indiens ont fait une incursion en Chine et les Chinois ont répondu, sont allés se battre. Et il y avait des morts. Et puis après un moment donné, ils se sont tués. Alors, les gens veulent en savoir qui a fait le mal à l'armée congolaise, qui a totalement détruit l'armée congolaise. L'armée congolaise a été détruite par Mouzé. Mouzé Laurent Désiré Kabila a détruit l'armée. Mobutu, c'est pas qu'il avait complètement détruit l'armée, non. Mobutu avait négligé l'armée. Il s'est concentré avec... et tout ça là, c'était quoi? Mobutu a négligé. Et tout ça, Kabila, le père a détruit. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire quoi? Il y avait déjà un lobby qui se mettait en place pour fragiliser les Congos, les Zaïre à l'époque. Et on a fait croire à Mobutu que les militaires zaïrois, ils étaient mieux, loin de lui. Et comme il n'avait pas la culture d'aller vers eux, il s'est fait, et puis on lui a donné une peur, en disant que eux là-bas, ils ne t'aiment pas. Vous voyez, il faut que tu te fasses une armée à toi. C'est ainsi que Mobutu a fait la DSP. Ah ouais. Une armée à lui, qui était très forte. Très forte. La DSP. Alors, la DSP n'avait qu'un effectif de quelques milliers. Vous comprenez? L'armée tout entière en République du Zaïre, il comptait 54 000 hommes sur pied, militaires. Or, la DSP elle-même était 18 000. Tu comprends? C'était 18 000. Donc, déjà à ce moment-là, il y avait fragilisation. La République était fragilisée. Et il y a eu cette guerre des soi-disant, dont je n'approuve pas des libérations. Ah oui. Cette guerre avec
l'AFDEL. Et là, Mzee va venir donner un coup de massue à l'armée congolaise. Oui, Mzee a mis l'armée par terre. Et ajouté aux 18 ans de Kabila, qui était une 18 ans d'aisance. C'est-à-dire que Kabila n'a pas aimé l'armée congolaise. Je ne vois pas en quoi il a aimé l'armée. Kabila n'a Je ne vois pas en quoi pas il a aimé cette armée. Faire rêver au moins à l'armée. En tout cas, unir l'armée congolaise. Non, faire au moins l'essentiel. Joseph Kabila l'a pas fait. Uni veut dire quoi? Uni veut dire parce que Félix Tshisekedi, on va pas l'oublier, Félix Tshisekedi, il avait déclaré pour dire qu'il a au moins trouvé une armée fondée. Vous savez, quand les Congolais parlent de l'unité, unité veut dire parler le même langage. Vous comprenez? C'est ça l'unité. Nous sommes le même, nous parlons le même langage, nous sommes dans le même bateau et nous avançons pour les mêmes idéaux. Mais ici, notre armée, vous le voyez bien. En quoi il est uni? Lorsqu'il y a certains qui sont sur le front, on les trahit. On soutient les rebelles vont attaquer les positions congolaises, ils vont massacrer les Congolais, et ainsi de suite. Maintenant, l'armée que la population nous dise l'armée jusqu'aujourd'hui. En quoi est-ce que cette armée est unie? L'armée jusqu'aujourd'hui est infiltrée. Mais jusqu'aujourd'hui. Justement, parce que mon cher frère, d'ailleurs, dans des républiques faites, dans de grands pouvoirs, lorsqu'il y a des choses telles que ce que nous avions vécu à l'époque de Kabila, où les gens sont sur le terrain, ils découvrent que les adversaires avec qui ils combattent portaient les mêmes tenues que les nôtres. Les nôtres. Même tenue. Et vous savez, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle le mot de passe. Le mot de passe, c'est ce qui sécurise tout militaire sur le terrain. Sur le terrain. Alors, on trouve que votre mot de passe est connu par l'ennemi. Dans une république sérieuse, il faut revoir l'appareil de l'État. L'appareil militaire. De fond en comble. Parce qu'il faut trouver les traîtres. Qui sont les traîtres de l'armée congolaise? Mais justement, je ne le connais pas moi. Si je le connaissais, j'allais le dire. Je ne le connais pas. Ce sont des Congolais eux-mêmes, ou bien ce sont des étrangers qui se sont venus faire je vous ai Congolais dit imposer des lois ici. Je vous ai dit que notre armée est infiltrée avec le brassage. Le brassage des Kundabatware, ce sont des Rwandais qui sont venus intégrer notre armée. Et ils prennent des places de commandement parce qu'ils ont exigé dans leurs accords. Ah oui. Ils ont exigé dans leurs accords qu'il y ait des gens qui vont venir. Et même notre Sénat, au Sénat, parce que le Kundabatware, son CNDP était devenu un parti politique. C'est un parti politique. C'est-à-dire que quand je vous comprends... Ils ont des sénateurs, s'il vous plaît, ils ont des sénateurs, ils ont des députés. Ce qui nous regarde pour le moment, pour vous, il faut au moins avoir une armée purement congolaise. Mais écoutez, dans chaque pays, il y a une armée purement qui reflète les idéaux de ces pays-là. Même si aujourd'hui, vous savez, à l'époque de Mobutu, il y avait des nilotiques, ok, qui étaient dans l'armée. Mais que je connais, qui étaient même dans la DSP, qui n'étaient pas moindres, qui étaient forts. Mais ils juraient au nom du Zaïre, ces gens-là. Vous comprenez? Ce qui fait que lorsqu'il y avait des guerres de ce côté-là, ce sont ces gens-là qui défendaient le Zaïre à l'époque. Ce sont ces gens-là qui défendaient les Zaïre. Est-ce que Tshisekedi doit passer au nettoiement de l'armée? Mais bien sûr, lui en tant que commandant suprême. Au moment où je te parle, il doit nettoyer l'appareil de l'État. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal dans une zone de guerre qu'il y ait une incursion de plus de 100 km de l'armée étrangère. Mon cher, là où on les a arrêtés, là, c'est loin. Hein? À Rutshuru, là-bas. C'est très loin. C'est très loin du Rwanda. Hein? C'est très loin du Rwanda. C'est très loin du Rwanda. Ils doivent
nettoyer, il doit regarder de haut en bas s'il a le pouvoir. Et est-ce que ça sera facile de le faire parce qu'on connaît que notre armée est mais je l'ai dit. Infiltrée depuis la venue de Mosé avec la FD. Je viens de le dire ici, si monsieur Félix Tshisekedi a le pouvoir, s'il en a le pouvoir, il doit revoir l'armée. Parce que nous avons des bons éléments. Sur terrain, il y en a de très bons éléments. De très bons éléments. De très bons éléments de personnes dévouées. Mais pourquoi la guerre persiste? Je pense pourquoi la guerre persiste, c'est une très bonne question. On va passer au nettoiement. On encourage toujours nos forces armées de la RDC de continuer à faire le bon travail. Nous sommes là, la population est derrière vous. Avant de passer à notre deuxième thème, on prend juste cet extrait que je vous ai dit, ça, vous allez un peu vous habituer à ça, parce que c'est le moment de soutenir nos FRDC, non pas justement critiquer, mais l'essentiel est de faire donner le point de vue, comment faire pour améliorer, comment faire pour que la RDC, parce qu'un jour, je sais que nous serons victorieux. On suit l'extrait et on attend notre deuxième sujet. On acclame, on donne la force au FRDC, nos généraux, nos commandants, nos colonels. Nous vous aimons, nous vous soutenons. Et sachez une chose, nous finirons victorieux. Jésus-Christ est le Dieu de ce pays. Nous bénissons la nation congolaise. Monsieur Damien, tu auras le voir. On va parler maintenant loi électorale. Déjà, on s'approche vers les élections. Hein? Je pense que vous faites bien le calcul en tant que politique. Il vous reste combien d'années et mois pour les élections? Est-ce la première question? Vous êtes sûr qu'on aura les élections 2023? Bon, selon mes recherches personnelles, on m'a confirmé que nous aurons les élections. Par quel canal? J'ai fait foi à la CENI. Et j'espère qu'il y aura les élections. Pourquoi cette loi électorale divise? Non, mais elle est partisane. Tout simplement parce qu'elle est partisane, c'est pourquoi elle divise. Il y a un groupe qui n'est pas satisfait, il y a un autre qui maintient cette loi-là. Est-ce que ce n'est pas les intérêts politiques qui veulent au moins bannir tout le travail, au moins réalisé, parce que le deux camps que vous parlez, pourquoi non pas faire la volonté du peuple, mais faire la volonté des politiques? En fait, c'est de là que je pense qu'il y a la médiocrité de l'homme congolais, hein, dans la façon de gérer la chose publique. Je veux dire, la médiocrité, elle a beaucoup de légèreté. Normalement, si nous avions des hommes d'État, ils mettraient des lois d'État. Ils ne sont plus, hein? C'est-à-dire des lois qui n'ont pas de parti pris, qui n'aménagent personne, mais qui est bon pour tout le monde. Vous voyez, ces genres de lois passent. Mais lorsque vous regardez, vous lisez la proposition de loi qu'il y a eu, parce que ce n'est pas encore une loi, elle n'a pas encore été votée. C'est une proposition. La proposition de loi qu'il y a eu, mais écoute, tout est coupé sur mesure. C'est sur mesure. De qui? Sur mesure de qui? Mais du chef de l'État, monsieur Tshisekedi qui est là, et sa famille politique. Mais le chef de l'État et sa famille politique. Qui vous a dit que parce que cette loi, il y a eu le gelé qui s'appelle le G13, ils ne sont pas même 13, il y a certains des individus qui sont là. Pourquoi ils veulent toujours s'approprier que leur décision soit prise au sein de l'Assemblée nationale? Pourquoi ils ne veulent pas engager et discuter avec ceux qui sont aussi au niveau de l'Assemblée nationale? Lorsque d'abord vous regardez le profil de ces personnes qui composaient le G13 autrefois, ce sont des personnes à qui nous pouvons faire foi. Lorsque vous prenez comme le président Denis Sesanga, et est-ce qu'il faut faire foi à Sesanga? Un homme, oui, il faut faire foi à Sesanga. On appelle, laissez-moi les termes, hein, prostituée politique. Non, vous savez, au Congo, c'est ça le problème. Qui n'a pas de position lors des élections. Hein. Non. 2023. Monsieur Félix. 2023, il était avec Félix. vous. Monsieur Félix.
je vais vous expliquer. Mais la campagne électorale, Moi-même, il a fait pour qui? Moi, j'ai posé cette question-là. Et on m'a dit ceci. Et ce qui était vrai. Ils me disent, Monsieur Sesanga ne devait pas se présenter au Kasaï, dans son fief, à Louisa, avec la casquette d'un autre parti que l'UDPS. Ça, c'est une vérité. Et pour se faire accepter, les Machimoumeno, ils devaient porter la casquette de quelqu'un de Tshisekedi qu'eux acceptaient. Et ça a réussi. Ça ne lui a pas réussi seulement lui seul. Il y a Claudel Loubaya aussi. Vous comprenez? Donc, et puis, selon Moïse Katumbi, il a trouvé ça logique. OK? Et il a accepté. À l'époque, avec Ensemble pour le changement. Monsieur Moïse Katumbi l'a accepté sportivement. Et moi, aujourd'hui, je ne peux pas le blâmer à cause de ça. Non. C'est l'une des stratégies, parce que c'est ça la politique en fait. On peaufine des stratégies pour gagner pour ses intérêts, le pouvoir. Ses intérêts. Hein? Ça peut être ses intérêts. Non pas du peuple. Aujourd'hui, il est député. Non pas du peuple. S'il vous plaît. Il est député de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, monsieur Deli Sesanga, je ne suis pas de son parti, mais je suis un analyste congolais, un analyste politique congolais, dont je félicite parce que il combat, il cherche le bien-être du Congo et des Congolais. Parce que en s'insurgeant contre cette loi, taillée sur mesure, cela démontre que c'est monsieur. Qu'est-ce qui est taillé sur mesure? Monsieur Deli, c'est quelqu'un de. Qu'est-ce qui est taillé sur mesure? Mais cette loi, mais quand vous lisez les articles dans cette loi, il vous renvoie directement à la même loi que M. Kabila a laissée. Vous comprenez? Où il avait tout taillé pour qu'il y ait la majorité à l'Assemblée nationale. Par exemple, cette histoire de seuil. C'est quelque chose qu'il faut enlever, qu'il faut bannir. Cette histoire de seuil-là, il n'a donné la majorité que à ceux qui détenaient le monopole, le monopole de la gestion publique. Et ça a ruiné la caisse de l'État. Parce que ces gens qui étaient là, ils ne sont pas allés chercher des capitaux à l'extérieur. Ils ont pris l'argent là. Vous comprenez, mon ami? Ils ont pris l'argent dans la caisse de l'État. Et c'est avec cet argent qu'ils ont fait la campagne. Et c'est avec cette campagne qu'ils leur ont donné ce qu'ils ont appelé le seuil électoral. Et aujourd'hui, nous avons eu le nombre que nous avons eu dans ces parlements. Mais cette histoire-là, il faut l'enlever. Il faut le refuser. Et je pense que nos amis, nos amis de G13, de groupe de 13, ont refusé cette histoire de seuil. Vous comprenez? Est-ce qu'ils sont sincères, le G13? Mais bien sûr qu'ils sont sincères par mesure où ils sont là, ils se battent pour que la République se dote d'une bonne loi électorale. 3 ans, on attend toujours cette loi électorale. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va un peu perturber le calendrier, ça va faire quoi qu'il soit? Parce que aujourd'hui c'est une guerre politique, ce n'est pas encore l'intérêt de la population, ceux qui veulent que leur famille puisse s'en sortir meilleur dans ce dossier, ceux qui ne veulent pas, non, nous ne voulons pas. Est-ce que ça va aider le Congo à avancer? Oui, justement, il faudrait que d'ailleurs, il y a un adage qui dit, par le choc des idées jaillit la lumière. Hein. Il faudrait que les deux camps s'entrechoquent comme ça, et avec ça, nous aurons la lumière. Et au finish, j'espère que nous aurons une très bonne loi électorale. Je pense qu'on a parlé trop de la guerre à l'Est. Je voulais un peu qu'on chute dans quelques minutes que nous reste. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, en bon terme, comment l'ensemble de la République vous avez jugé, les autres qui sont restés? Bon, d'abord, il faut qu'on dise à nos compatriotes que ce qui s'est passé au Katanga, ça n'a rien à voir avec Ensemble pour la République. C'est l'individu Katumbi. C'est l'individu Katumbi que vous avez vu, parce que vous n'avez pas vu la présence de notre secrétaire général là-bas. Ce qui veut dire, c'est lui qui engage administrativement le parti, n'a pas pris partie prenante. Là, ce sont les fils d'un même coin qui se réunissent et qui se disent
nous allons faire la paix. Vous êtes aussi fils du coin. Comment vous avez trouvé ces réconciliations? Non, Sincères c'est une il y a du hypocrisie. Non, ben écoute, c'est une bonne réconciliation. Ça a été une bonne réconciliation. Les autres disent tout à fait, c'était purement politique. Il n'y avait rien de politique. On a vu Mouyambo le dire que c'était quelque chose de Kabila préparé, bien monté, justement pour se faire imposer. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'après Kimwakumonza, Kabila devient le leader du Katanga. Non, ben ça ne nous dérange pas parce que Kabila est le fils et natif du Katanga et il a été président de la République dans ces pays. Vous voyez? Et ça ne nous dérange pas s'il a le pouvoir, enfin il a les cotes pour être leader du peuple katangais. On ne voit pas de mal. On ne voit pas de mal. Même sur le plan politique. Ça oui, ça. Sur le plan politique, il faut qu'il le dise d'abord. Parce que jusque-là, il ne l'a pas dit. Là, vous allez au moins concevoir ça. Hein. S'il annonce, non, mais s'il annonce le message. S'il le propose, que nous le soutenions comme les leaders politiques katangais, nous allons en discuter. Et nous verrons qu'est-ce que nous pouvons... Parce que les autres disent que cette messe, justement, voulait séparer les enfants du Congo en imposant qu'au Katanga, c'est lui qui doit être élu, c'est seulement un Katangais. Pas du tout. Pas du tout. Nous irons aux élections, non? Les élections seront les élections de tout un pays. Je crois, plus de 80 millions de personnes qui doivent participer à ces élections-là. Avant de terminer, ça ne sera pas seulement le Katanga. Vous allez regarder la caméra, je vous pose 3 petites questions directes. Entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila, qui aime trop le Katanga? Entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila, qui aime trop le Katangais? Je pense qu'ils sont fils du Katanga et ils s'entraînent. Monsieur Dami, vous n'avez pas répondu ma question. Je dis entre les deux. Vous allez me citer un qui aime plus le Katanga. C'est difficile hein, dans un pays, dans une famille, où qu'on dise il y a un qui aime sa famille et un autre non. Non, c'est impossible, c'est ta famille, c'est là qu'il y a tes racines. Est-ce que Joseph Kabila Kabangé a trahi ses frères quand il était président? Bon, c'est entre les deux, hein, trahir ou pas trahir, parce qu'il y a ceux qui se disent, moi sans Kabila, moi pas vivre. Il y en a ceux qui disent, moi sans Katumbi, moi pas vivre. Donc je pense qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Je ne peux pas être très précis pour dire qu'il a trahi ou qu'il n'a pas trahi. Je ne le dirai pas ainsi. Dernière question. Moïse Katumbi est-il l'espoir de Katanga? Non seulement de Katanga, mais de la République démocratique du Congo. Parce que le Katanga, c'est une province. Aujourd'hui, le Katanga n'existait pas, vous le savez, non? Ah oui. On parle du Grand Katanga. Du Grand Katanga. Le Grand Katanga est une partie dans la République démocratique du Congo. Et Moïse Katumbi est le chouchou de tous les Congolais. Pas Joseph Kabila. Non, en son temps, il a été. Je parle du Grand Katanga. Ici, on parle du Grand Katanga, on parle pas du Congo. Oui, mais... Entre les deux, qui est le chouchou de Katanga? Je dirais... entre Kabila et Moïse. Aujourd'hui, parce que nous devons présenter qu'un seul candidat entre les deux, je pense que Moïse Katumbi est le préféré du Katanga. Pas Joseph Kabila. Et non, si ça se verra que Kabila se prononce aussi, comment vous allez suggérer ça? Ce qui est impossible. Vous les Katumbistes. Ce qui est impossible. Kabila ne se prononcera pas. Même dans les rêves, il ne peut pas revenir. Je vois déjà, c'est une alliance forte entre le pro-Katumbi et le pro-Kabila. Non, mais écoute, Kabila, c'est un fils du pays. Il a fait son temps et nous l'avons tous, tous les Congolais, nous l'avons remercié en lui donnant un grand titre qui est le sénateur à vie. Il va rester comme ça sénateur à vie. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi, pas seulement qu'il soit des racines katangaises, non, mais c'est un Congolais qui a aussi des bonnes idées, des idées dont le Congolais attend aujourd'hui pour que, au moins que le Congolais, dans son entièreté, de l'Équateur au Katanga et de Bas-Congo jusqu'à Mbujimaï, que le Congolais se retrouve dans la chose publique. Voilà. Alors, on se posera aussi des questions pour savoir, parce que ça sépare là, qui est le vrai Katangais. On en saura avec le temps. Entre Kabila, entre Katumbi, qui est vrai Katangais, parce que eux s'accusaient, Katumbi disait à Kabila, Tanzania,
Et aussi Katumbi, accusé d'autrefois, Zambia, autre chose. On en saura qui est vrai Katangé, parce qu'on dit vous êtes venus séparer les autres. On va en savoir pas prochainement. Pas du tout. On ne peut pas prendre des gens qui sont, les gens qui sont. Vous savez pourquoi est-ce que la Bible interdit la colère? Parce que quand vous êtes en colère, il y a des choses que vous pouvez dire. C'est comme Mouyambo dont vous parlez aujourd'hui. Vous vous rappelez de ces lettres, les lettres qu'il avait écrites contre Moïse Katumbi. Mais aujourd'hui, il s'est approché de Moïse Katumbi. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu que c'était sous colère qu'il a eu à écrire des histoires. Merci beaucoup. Donc, M. Kabila, si a eu à dire cela, et que Moïse Katumbi l'a dit, ils se sont pardonnés. Parce que, évidemment, il y avait une guerre entre les deux. Et toutes les vérités. Ils se sont dit toutes les vérités. Sous la colère, on ne dit pas de vérité. Sous la colère, on dit des choses qui doivent faire mal à l'autre. La face, il n'y a pas de vérité. La face peut nous traduire autre terme de traduction, mais à l'intérieur nous impose. Pas du tout. Monsieur Moïse Katumbi est sincère. Entre Katumbi et Kabila qui est sincère. Moïse Katumbi, c'est un fils de entre Katumbi. Je veux dire. Et Kabila qui est sincère. Je parle de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est sincère. Écoutez, c'est le fils de Maman Maria. Je comprends que. C'est le fils de Maman Maria. Katumbi est sincère. Kabila ne l'est pas. Monsieur Tshisekedi l'a reconnu. Oui, Katumbi est sincère. Katumbi est sincère. Kabila ne l'est pas. Sous la sincérité de M. Katumbi. Merci. Et merci M. Katumbi, c'était un homme sincère. Lorsqu'il te dit A, c'est A. Il te dit B, c'est B. On va le voir. Il est d'accord. Il est d'accord. On va regarder ça de loin. Donc, M. Katumbi, il est sincère. Et même dans cette réconciliation-là, il a été sincère plus que Kabila. Quand bien même c'est pas lui, on lui a demandé et il a accepté. Il est allé à la messe. Après la messe, ils se sont lavé les mains. Et puis après, voilà quoi, ils ont parlé entre les deux. Et puis c'est fini. Merci. Ça ne veut pas dire que M. Katumbi doit aller dormir chez Kabila et Kabila doit dormir chez Katumbi. Merci beaucoup, M. Damien. Chacun a sa vie. Terranova, coordonnateur national de jeunes leaders de Moïse Katumbi et d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et troisième vice-président de l'UMAC. De l'UMAC qui est en union des mouvements et associations katumbistes. C'est par ici que nous mettons un point final à cette carte sur table d'aujourd'hui, spécialement on parlait de la question de l'Est de la République démocratique du Congo, on parlait aussi de cette situation de loi électorale, voire cette réconciliation. Il ne faut pas interdire au fils d'une même province s'ils sérénisent pour de questions. J'ai dit très bien de questions de développement d'une province. Comment ils peuvent se relancer encore? On ne peut pas les interdire comme les autres le pensent. Mais une chose que je dis tout simplement, que je lance un appel aux Congolais, soutenons nos FARDC. Laissons de vidéos, de messages de haine. Pourquoi? Parce que je suis de la Mouka, je suis de l'Ensemble pour la République, je suis de tel coin. Comme je n'aime pas le président actuel, je dois publier des images qui choquent, je dois balancer des mots qui font mal. Non, quand il s'agit de l'Est de la RDC, parce que ce sont nos frères, ce sont deux Congolais comme nous qui sommes ici à Kinshasa, à Lubumbashi, à l'Équateur, en Mbujima et même à Chikapa. Il ne faut pas avoir de paroles un peu provocatrices pour encore faire mal à nos concitoyens. On termine par ici avec, je vous dis, on se retrouve prochainement dans un autre numéro, carte sur table, et prenez notre petit message à la fin et directement clôture l'émission. Merci et au revoir.